Vouloir gagner à tout prix. C'est de loin le problème comportemental que j'ai le plus souvent observé chez les gens qui réussissent. La ligne est mince entre la compétition et la surcompétition, entre gagner quand ça compte et gagner quand plus personne ne compte. Et les gens qui réussissent franchissent cette ligne à une fréquence alarmante. Permettez-moi de préciser que je n'ai rien contre la compétitivité. Je dis seulement qu'elle devient un problème lorsque nous la mettons au service d'objectifs non valables. Se défaire de cette habitude est le premier défi qu'il faut relever, car elle est à la base de pratiquement tous les problèmes de comportement. Si nous faisons preuve d'un tel entêtement, c'est que nous voulons que notre point de vue l'emporte sur celui d'autrui. Nous voulons avoir le dernier mot. Cette dépréciation des autres est un moyen détourné de les dominer. Nous voulons encore une fois avoir le dernier mot. Et c'est la même chose que nous feignons d'ignorer des autres, en faisant comme s'ils n'étaient pas là. Si nous taisons des informations, c'est pour nous ménager une longueur d'avance sur les autres. Si nous avons des chouchous, c'est pour écraser les coalitions et donner l'avantage à notre camp. Et ainsi de suite. Un grand nombre des gestes que nous faisons pour contrarier les autres émanent d'un besoin subtil de s'imposer comme le mâle, ou la femelle alpha en tout temps, c'est-à-dire d'être le gagnant. Cette obsession de la victoire pointe sa vilaine petite tête dans l'ensemble du spectre des entreprises humaines, et non pas uniquement dans les sphères supérieures au milieu des affaires. Lorsque l'enjeu est important, nous voulons gagner. Lorsqu'il est insignifiant, qu'il ne justifie pas notre investissement de temps et d'énergie, nous voulons gagner. Et même s'il n'est pas à notre avantage, nous voulons gagner. Si vous avez un tant soit peu réussi, c'est chaque jour que vous êtes aux prises avec cette habitude. Lorsque vous assistez à une réunion au travail, vous voulez que votre point de vue l'emporte. Lorsque vous discutez avec votre conjoint, vous écartez tous les obstacles pour avoir le dessus, peu importe le dessus de quoi. Et même lorsque vous faites la queue à la caisse d'un supermarché, vous surveillez les autres files d'attente pour voir laquelle avance le plus vite. Lors d'une petite fête à laquelle j'assistais chez des amis, j'observais un père et son fils de 9 ans jouer au basketball. Le père était avantagé, mesurant 60 cm de plus que l'enfant, pesant 55 kg de plus et ayant 30 ans d'expérience de plus. Était également le papa, tentant de passer un bon moment et peut-être d'enseigner quelques bons trucs à son rejeton. La partie avait commencé dans une atmosphère joyeuse et insouciante, le père encourageant le fils à faire les passes et les paniers. Mais environ 10 minutes plus tard, les gènes du vainqueur du père se sont manifestés, et il a commencé à jouer comme si le résultat total avait de l'importance. Il s'est mis à contrer les jeux de son fils, et à lui parler rudement, pour finalement ressentir une joie intense en le battant 11-2. Cela montre à quel point le besoin de gagner est parfois plus fort que tout. Même lorsque cela va au-delà de la futilité, même lorsque cela peut blesser un être cher, nous voulons encore gagner. De loin, il est facile de désapprouver le comportement de ce père de famille. Nous disons que ce que nous comportions jamais de façon si insensible, vraiment. Supposons que vous allez aller manger au restaurant X. Votre conjoint, partenaire ou ami veut aller au restaurant Y. Vous vous en débattez chaudement. Vous soulignez les mauvaises critiques dont il a fait l'objet le restaurant Y, mais vous cédez avec réticence et finissez par aller au restaurant Y. Vos craintes sont confirmées. On a perdu votre réservation et vous devez attendre 30 minutes. Le service est lent, les boissons faibles en alcool et la nourriture infecte. Deux options s'offrent à vous pendant cette douloureuse expérience. Option A. Critiquer le restaurant et rappeler à votre compagnon, d'un air suffisant, qu'il avait tort et que tout cela aurait pu être évité si seulement il vous avait écouté. Option B. Vous taire et manger. Oublier l'incident et apprécier la soirée. Pendant des années, j'ai sondé mes clients à propos de ces deux options. Les résultats sont éloquents. 75% d'entre eux disent qu'ils critiqueraient le restaurant. Mais sur quoi tous s'entendent-ils quant à l'attitude qu'ils devaient adopter? Se taire et passer un bon moment. Si nous procédons à une analyse coût-avantage, nous arrivons généralement à la conclusion que notre relation avec notre partenaire est de loin plus importante que de l'emporter dans une discussion sans importance sur le choix d'un restaurant. Et pourtant, le besoin de gagner est plus fort que la raison. Nous ne faisons pas ce que nous savons devoir faire. Cela envenime les choses. Il y a quelques années, j'ai offert gratuitement mes services de consultation à un général de l'armée des États-Unis. Il m'a demandé: qui serait votre client idéal? J'ai répondu: vos généraux sont des gens occupés et ils ont encore moins de temps libre que moi, alors optimisons ce temps. J'aimerais travailler avec quelqu'un qui est intelligent, dévoué, travailleur, ambitieux, patriote, bien intentionné, talentueux, difficile à remplacer, brillant, compétent, arrogant, têtu, opiniâtre et qui croit tout savoir. Croyez-vous pouvoir me trouver cette personne? La trouver. Notre environnement regorge ce genre d'individu, a-t-il dit en riant. Donc, j'ai eu l'occasion de former de nombreux généraux cette première année. Leurs épouses ont assisté à l'une de nos séances de groupe. Cela a été amusant d'observer comment les généraux ont réagi à ce petit questionnaire sur le restaurant. Environ 25% d'entre eux ont dit qu'ils feraient la bonne chose, c'est-à-dire se taire et d'être reconnaissants pour la soirée. C'est à ce moment-là que les épouses sont intervenues, ont salué leur mari de façon réglementaire et les ont taillés en pièces.
Elles ont dit que leur mari ne réagirait pas comme ils l'affirmaient. Cela prouve à quel point le besoin de gagner est fort. Même en sachant que des témoins dans leur pièce, leur épouse, les contrediraient, de nombreux généraux ont tenté de donner une réponse qui les ferait paraître sous leur meilleur jour. Si le besoin de gagner est le gène dominant de l'ADN, du succès, ce qui explique la réussite, alors vouloir gagner à tout prix est une mutation génétique perverse qui peut freiner notre progression vers le sommet. Tout au long de cet ouvrage, je ne cesserai de parler de cette notion hérétique, selon laquelle il est possible de mieux réussir si nous reconnaissons ce défaut et nous efforçons de nous en défaire dans nos relations interpersonnelles.